Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter Yannick Alain. Alors Yannick Alain, d'ailleurs quand je le dis, quand je prononce ton prénom, j'ai juste envie de faire des câlins. Ah bah tu Yannick Alain. Ah bah câlin, bah voilà, déjà. Ah, déjà, oui. Bah voilà, on commence, belle entrée en matière, magnifique. Oui. Voilà, donc quand on te voit et qu'on t'entend et qu'on est à côté de toi, on a envie de te faire des câlins, mais c'est sûrement parce que tu es un homme de câlins et tu es un homme au grand cœur. En tout cas, je crois qu'il y en a plein des gens qui ont du grand cœur, mais en tout cas, moi j'ai tendance à vouloir l'assumer. Et effectivement, on l'assume pas tous, et surtout, tu brilles. Alors moi, j'aime quand ça brille. Hein. Et tu brilles, tu rayonnes, tu donnes envie d'aller vers toi. Et on vient facilement vers toi. Oui, c'est mon côté très social. Mais en tout cas, sache que voilà, l'honneur est très partagé, en fait, de partager, d'avoir l'honneur de rencontrer ton audience. Donc, Merci, c'est gentil. Alors nous, on s'est connus, on s'est rencontrés il y a 1 an en fait. Ouais. À la Z de Martin Latulipe, c'était un live. En fait, je déprimais, c'était la fin du live. Et comme j'allais pas bien, je me suis dit tiens, je l'ai pas encore vu Yannick. Et puis je crois qu'avoir un câlin, ça va me rebooster. Et c'est vrai, ça a marché, ça a reboosté. Et puis j'ai pas arrêté de te suivre à la NBS, puisque tu es cofondateur de la Neuro Business School. Oui, avec David Lefrançois, oui. Tout à fait. Mon gâté international, oui. On pense à lui, on pense à toi aujourd'hui. T'embrasse mon frère. Et puis on s'est vu il n'y a pas très longtemps aussi pour un autre événement. Et à chaque fois que je te vois, tu me remplis encore plus d'amour et je t'aime encore plus. Ah bah, et du coup, je me suis dit, je prends l'avion, je vais à Toulouse et voilà, je viens de te rencontrer. Je suis vraiment honoré que tu aies fait le trajet. Je n'imaginais pas qu'on pouvait faire un trajet de Toulouse, Paris-Toulouse. Même de 3. 3 Toulouse, voilà. Ta gentillesse nous attire. Bah, ça doit être ça. Voilà. Il y a un pic de gentillesse à Toulouse. C'est bien, c'est beau. Alors, tu as créé aussi la journée de l'audace. Oui. Et la journée de l'audace Kids pour les enfants, donc maintenant. Alors, pour être tout à fait transparent, en fait, j'ai co-créé tout ça. Moi, je suis plus un co-créateur plutôt qu'un créateur. Je suis un créateur aussi, mais j'aime co-créer les choses parce que j'aime les faire les choses à plusieurs. Mais c'est vrai que je porte beaucoup de projets. C'est-à-dire, je les co-crée, mais c'est souvent moi qui les porte. Ok. Voilà, donc la journée de l'audace a été co-créée avec Michel Poulart, avec une série de personnes, d'amis en fait, qui se sont joints au projet. Certains sont restés, certains sont partis. Voilà, il y a eu ça à bouger dans le staff, mais en tout cas, toutes ces belles personnes en fait ont aidé à créer ce mouvement qui est autour de l'audace, qui me semble être très puissant pour la vie de tout un chacun. En fait, plus on met d'audace dans sa vie, et je pense plus on y arrive. Alors quand je parle d'audace, je parle beaucoup plus de la notion d'audace, pas dans le sens culotté, même si c'est intéressant. C'est plus l'audace d'aller au-delà de sa peur, en fait, finalement, et de vivre. En fait, c'est quand on a monté la journée de l'audace, on s'est posé la question quelle était la différence entre le courage et l'audace. Et en fait, au début, on s'est regardé, on s'est dit bah oui, c'est facile. Ouais. On s'est dit on va quand même regarder sur le dictionnaire parce que c'est quand même intéressant. Et en fait, on s'est rendu compte que le courage était de faire face à un événement imprévu. Et du coup, on y fait face. Et moi, j'ai vécu pendant des années en fait avec j'étais fiancé avec Isabelle et j'ai vécu pendant des années avec elle et jusqu'à ce qu'elle ait un accident qui l'ait rendue tétraplégique et on est resté 12 ans encore ensemble. Là, que ce soit elle ou que ce soit moi, mais surtout elle bien sûr, elle a fait preuve de courage. Un événement qu'elle n'a pas choisi lui arrive, elle fait preuve de courage, elle transforme ça, elle en écrit un livre, elle fait quelque chose de vraiment puissant avec. Un livre que je vous conseille, qui s'appelle Les Gentils. Pardon, non, c'est le mien. Ça s'appelle Ne laissez personne vous dire que c'est impossible. Et donc Isa, en fait, elle transforme ça, elle fait preuve de courage à ce moment-là. Je souhaite à personne, pour grandir, en fait, d'abord à faire face aux épreuves auxquelles moi j'ai fait face et à tous ces traumatismes que j'ai pu traverser. Je le souhaite à personne en fait, et on a trop l'habitude dans le monde du développement personnel de se dire finalement si je veux réussir ma vie ou si je veux finalement conseiller les gens, il faut vraiment que j'en ai chié en fait. Oui, c'est vrai. C'est important parce que si j'ai pas une vie pourrie, quelque part je n'ai pas le coup de tampon de ma carte de coach ou de peu importe ou de réussir sa vie tout simplement. J'ai l'impression que pour réussir sa vie, il faut avoir une vie pourrie avant. Et je me dis c'est dommage que les gens croient ça en fait, même si c'est mon cas à moi et que effectivement je suis de grosses épreuves. Si on met de l'audace dans son quotidien, qui est du courage contrôlé. L'audace. C'est-à-dire que ça va être, je vais faire preuve d'audace en me mettant dans une situation inconfortable que je vais relever. Et donc du coup, tu n'es pas obligé d'aller dans une situation inconfortable de malade. Tu peux y aller graduellement et du coup, ça aide à grandir de la même manière. Tu fais preuve d'audace. Voilà, exactement. Et donc du coup, donc c'est pour ça qu'on a créé la journée de l'audace. Je trouvais que c'était un mouvement qui était intéressant, que je porte aussi. Mais je ne suis pas le seul à l'avoir créé, comme la Neuro Business School. C'est moi qui en suis
de la Neurobusiness School à l'initiateur, j'en suis l'idée, mais après on a créé ça ensemble avec David. Voilà. Et encore une fois, par contre, c'est plus effectivement moi qui porte le projet et qui s'occupe de la partie marketing, de la partie message, structuration, tout ça et tout. Et David apporte son génie, qui est son génie. Moi, j'apporte en fait la partie marketing, vente, développement personnel aussi, une partie, parce que j'ai des choses à partager aussi au travers de mon histoire. Je suis plus, moi, celui qui rend les choses accessibles et possibles. Et David, lui, va apporter le côté neuroscientifique, science, le docteur. C'est le docteur Lefrançois. Ça. Voilà, donc on est là-dedans et à la fois il amène aussi, on amène tous les deux notre connerie parce que je pense qu'on en a quand même à revendre un peu. Je les ai vus sur scène tous les deux, je confirme. On a quand même des belles conneries, voilà, vraiment, on a la même déficience mentale en fait, autant notre intelligence est illimitée, surtout celle de David, autant la connerie est illimitée dans l'autre sens aussi. Donc, voilà. Mais cette joie de vivre justement, c'est ce qui fait aussi, alors est-ce que ça fait la gentillesse? En tout cas ça donne envie d'aller vers toi et vers David. Merci. Aussi. Cette joie de vivre, elle te vient d'où? Comment? Est-ce que depuis tout petit tu es comme ça ou est-ce que justement... Non, j'étais un enfant très triste. J'étais un enfant très triste. Alors, j'ai toujours été gentil. J'ai toujours été, dans une certaine mesure, joyeux, je crois pas. Je crois que je le tiens beaucoup de ma mère. Parce que ma mère est quelqu'un de très joyeux, que tu as vu à l'Académie Jean Limite. Quelqu'un de très joyeux, très avenant, très... Voilà, j'étais avec elle hier au restaurant parce que c'était son... pour l'anniversaire de mon beau-père, mais c'est quelqu'un de très joyeux, très jovial, très tout en train de rire et tout ça, donc je crois que je tiens quand même ça d'elle dans une grande part, je pense. Et non, j'étais un garçon plutôt triste en fait quand j'étais petit parce que je souffrais de l'absence de ma mère, j'étais extrêmement sensible, donc comme très sensible, pas très accepté dans le monde masculin, des garçons qui étaient très on joue au foot, on machin, un truc, moi j'étais pas très bon en sport et tout ça, donc c'était pas vraiment mon format quoi, tu vois, donc non, le côté joyeux, je crois qu'il m'est venu petit à petit et au travers aussi des épreuves que j'ai vécues. Je crois que j'ai vécu beaucoup d'épreuves. Et ces épreuves-là, je pense, quand on est... j'ai, je pense, pas mal de blessures. Des blessures d'humiliation, des blessures de rejet, des blessures d'abandon, des blessures de tout ça. Tout ça. Ouais, je pense que j'en ai pas mal. Et je crois que ça c'est... Je pense que d'avoir beaucoup de blessures comme ça peut paraître un handicap. Mais en réalité, je pense que ça nous donne en fait un pouvoir d'empathie très fort avec l'autre. Et donc du coup, j'ai très vite compris en fait que ma qualité d'écoute, ma qualité de compréhension de l'autre et ma capacité que j'avais en fait à aider mon entourage, aidait énormément. Et j'ai compris vite que la joie, et d'être joyeux en fait, ça apportait ça en fait de manière vraiment... rayonnante en fait. C'est-à-dire que ça, quand on est joyeux, quand on est sympathique, quand on est là-dedans, ce qui est très facile à trouver pour moi, et très facile à trouver pour tout le monde je pense, en fait quand on fait ce choix-là, on fait face à certaines foudres de gens que ça fait chier, en fait. Il y a des gens que ça gonfle, en fait, hein, le côté joyeux les gonfle, ceux-là sont perdus, et je les appelle les foutus. Voilà, mais voilà, ils sont foutus. Voilà, et à la fois, en fait, chez d'autres personnes, en fait, ça leur apporte juste du baume au cœur. Et je trouve que le fait de rayonner ça, en fait, c'est très positif. Donc, du coup, j'ai choisi ça. J'ai choisi cette attitude-là parce qu'on a le droit de choisir. Hein, c'est ça qui est bien aussi. Oui. Et donc, j'ai choisi d'être joyeux. Voilà. Alors, moi, je pense que personne n'est foutu. Je crois énormément à l'humanité, à l'être humain. En analyse transactionnelle, on part du principe qu'on a un parent intérieur, un adulte et un enfant. Ouais. Et que c'est ce parent intérieur qui nous met un petit peu des coups de bâton et qui nous interdit. Et alors quand on est grand et adulte comme toi, ça se fait pas de jouer avec des super-héros, d'avoir un t-shirt avec des voitures, d'avoir un t-shirt super-héros, franchement. Be your hero. Ah, c'est quand même... J'ai chopé ça à Disney. Ah oui, c'est pas très mature quand même. Non. Et à la fois, est-ce que c'est pas une immaturité mature? Ouais, ça je sais pas. Posons-nous des questions. On va faire un peu de philo. Ouais, c'est ça. Mais se connecter à cet enfant intérieur, c'est effectivement se connecter aussi à cette liberté qu'on peut se donner. Et si on ne se la donne pas, personne ne va nous la donner en même temps. Et quand je parle de foutu, évidemment, je rigole parce que j'en ris. Mais c'est vrai que, en fait, ce que j'aime bien dire, en fait, c'est que les cons d'aujourd'hui sont souvent des gentils qui se sont résignés. Ou des belles personnes qui se sont résignées. On leur a dit non, quand t'es gentil, c'est nul. Quand t'es petit, on te dit sois gentil, sois mignon, sois doux. Et plus tu grandis, plus on te dit arrête d'être gentil, il faut. Ah oui, c'est vrai. Arrête d'être gentil. Tu grandis, tu dis non, arrête, parce que tu vas te faire avoir et tout ça. Et donc, du coup, on a un monde en fait qui est cynique. Et pourtant, je trouve que le monde manque tellement de gentillesse assumée. Et donc, ça fait que les cons d'aujourd'hui, je dis les cons, hein, il n'y a pas de gens méchants, je crois pas en tout cas. Je pense juste qu'il y a que des gens blessés. Il n'y a pas de gens méchants réellement. Et je crois juste que ce sont des gentils résignés. Et je crois que
on a tout intérêt, je pense qu'un un con, un méchant ou peu importe, quelqu'un qui agit bizarrement en fait, pour moi, est plus quelqu'un qui est à apprivoiser que quelqu'un qui est à combattre en fait, en réalité. Mais c'est vrai, tu as raison, en fait, personne n'est foutu, absolument pas. Tout le monde a un fond de gentillesse, de douceur en lui, mais des fois c'est empilé dans tellement de couches que voilà, les gens ne s'en sortent pas. En fait, donc c'est difficile pour eux de s'en sortir. Est-ce que tu peux me permettre qu'on revienne un peu sur ton adolescence ou toi plus jeune, parce que je sais qu'à un moment donné tu as eu des problèmes de poids. Oui. Ça te dérange pas d'en parler? Absolument pas, mais ça date pas de mon adolescence. Ça date de quand j'avais 25 ans. D'accord. Ouais, je pensais que c'était un peu plus jeune que ça. Non, de 25 à 35. Ok. Et tu nous parlais de toutes tes blessures tout à l'heure, et on sait on fait le lien facilement entre les blessures et le poids, parce que le poids, ça permet de se protéger aussi, et de ne pas ressentir, de s'anesthésier de toutes ces blessures. Bien sûr. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu as pris la décision de te faire opérer, comment le processus s'est installé en toi? Est-ce que tu as eu un déclic? Déjà, j'ai été quand même plutôt toujours... Alors, j'aimais pas le sport collectif, en fait, quand j'étais petit, en fait, mais par contre, j'aimais une certaine collectivité dans le sport, en fait, mais ce que j'aimais pas, c'est le côté macho des sports collectifs, qui me gonflait, en fait. Donc, du coup, comme j'aimais pas ça, en fait, je n'allais pas vers ça, parce que, pas que j'aimais pas le sport en lui-même, je n'aimais pas l'état d'esprit qu'il y avait dans ce sport-là, quand tu es à un niveau, quand tu joues à la cour de récréation. Voilà, encore une fois, les valeurs du sport sont incroyables, je trouve ça génial et tout ça. Donc du coup, j'étais pas sport co parce que j'aimais pas les gens qui étaient là-dedans, je trouvais qu'ils étaient cons en fait. Donc j'étais plus sport de combat moi, donc j'ai fait beaucoup de boxe. J'ai fait aussi pas mal de hip-hop, tout ça, donc j'étais quand même plutôt athlétique jusqu'à 21 ans, 22 ans. Ouais. Après j'ai commencé ma vie professionnelle, et donc là du coup j'ai été emporté dans tout, donc j'ai pu arrêter à faire du sport, mais j'avais un capital sportif quand même assez bon. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est que quand Isa a eu son accident, je me suis mis avec Isa. Elle avait 24 ans, enfin on avait 20 ans, et en fait à 24 ans elle a eu son accident de voiture. Donc ça faisait 4 ans qu'on était ensemble, et là en fait, je suis quelqu'un moi qui suis très joyeux, j'ai toujours été, en tout cas à partir de 15 ans, 14 ans, 15 ans, j'ai toujours été quand même plutôt très joyeux. J'étais un petit enfant très triste, mais un enfant plutôt joyeux. Là en fait, je sais pas, il y a comme une espèce de mécanisme qui s'est mis en place dans ma tête, de me dire en fait il faut que tu sois fort, effectivement, il faut que tu sois fort, que tu portes là, parce que j'ai décidé de rester avec Isa malgré le fait qu'elle ait le handicap, malgré le fait que les psys m'avaient dit qu'il fallait que je parte, malgré le fait que ses propres parents m'ont donné cette autorisation avec beaucoup de sagesse, d'amour, en fait, de me dire Yannick, tu sais, t'es pas obligé de rester. C'est pas ton combat, en tout cas, ce qu'ils m'avaient dit. À l'époque, je me rappelle encore de cette discussion, moi je leur ai dit, il est hors de question que... Il y aura des questions parce que j'aime Isa. En fait, tant qu'il y avait de l'amour, c'était impossible pour moi. Et Isa m'avait dit de partir aussi à l'époque. Elle m'avait dit je suis un légume. Tu vois, elle avait encore la trachéotomie en fait, et elle me parlait avec juste en mimant parce qu'elle pouvait pas parler parce qu'il y avait aucun son qui sortait. Et elle me disait il faut que tu partes. Et moi j'ai dit non, hors de question quoi. Alors du coup évidemment quand on me donne l'autorisation, c'est plus facile de dire non que quand tu te sens obligé d'eux. C'est toujours pareil. Moi j'ai aucune je n'ai aucune forme de jugement par rapport aux personnes qui s'en vont quand une personne est handicapée ou autre, parce que souvent c'est le choix de la personne handicapée de manière très indirecte, c'est l'attitude de la personne handicapée et on n'en parle jamais de ça. Comme on ne parle jamais de quand tu es conjoint d'une personne qui est en fauteuil. Oui, c'est vrai. On n'en parle pas beaucoup et à la fois pourtant c'est souvent eux qui passent pour des héros. Je sais que moi personnellement j'étais un héros. C'est-à-dire que Isa, on lui disait tout le temps t'as tellement de la chance d'avoir Yannick parce qu'il est joyeux, il est sympathique, il est cool et puis il reste. Mais imagine-toi elle à sa place, ce qu'elle ressentait. Elle ressentait en fait quoi, et moi il n'a pas de chance d'être avec moi, en fait il ne fait que subir parce qu'il est avec moi. Donc c'est très très complexe en fait ce rapport là et j'ai fait une digression, je sais plus où je voulais en venir. À ton poids. Oui voilà, et donc du coup moi j'ai fait ce choix là en fait de me dire de manière très inconsciente en fait, faut que je sois fort, et du coup pour pas déprimer j'ai mangé, parce que manger pour moi c'était un plaisir. Donc du coup j'ai dit ok, pour compenser cette notion en fait de déprime et de tristesse de ta vie, de te dire putain t'es en train de tous tes rêves, tout ce que t'avais pensé ça s'effondre. Je me suis dit je vais manger en fait, parce que c'était ma manière de me retrouver un refuge de plaisir. C'est ça. Et moi j'ai beaucoup confondu le prendre plaisir et prendre soin de moi.
c'était deux notions que je collais ensemble. Le plaisir le plaisir et prendre soin. Et du coup, pour moi, prendre soin, c'était se faire plaisir, mais pas toujours. Et je suis toujours d'ailleurs dans cette compulsion-là. Faut savoir que je ne suis pas quand même complètement soigné de ça. Et donc, voilà, donc du coup, ça m'a permis ça a fait que j'ai pris 30 kilos en un an. Et puis qu'après, les 10 années après, j'ai pris 50 kilos de plus. Et que ça, c'était... Et moi, très honnêtement, je n'en avais pas la volonté et c'était pas mon combat en fait. Donc j'ai dit à un moment donné, j'ai une de mes amies qui a été un déclic qui s'appelle Maïté Quintana, que certains d'entre vous connaissent, qui est une de mes mentors aussi, qui m'a donné ma chance quand j'ai démarré dans les affaires. Et en fait, elle a eu un gros problème avec la cigarette. Et du coup, j'ai dit, c'est dingue, Maïté, c'est quelqu'un que j'aime profondément, qui est une amie, et en fait, elle a une addiction à la cigarette dont elle n'arrive pas à se défaire. Et moi, en réalité, j'ai des solutions. Mais j'avais cette espèce de pudeur ou d'ego de me dire, tu es coach en développement personnel, tu t'es formé à la PNL, tu t'es formé aux neurosciences, tu t'es formé à l'hypnose, je suis hypnothérapeute, j'ai tout ça en fait. Je m'en sers pas beaucoup, mais j'ai tout ça en moi. Et c'était un petit peu le genre, ouais, tu vas te faire opérer, parce que c'est la solution qui s'ouvrait à moi, et tu veux pas te faire opérer juste parce que tu as peur quelque part du regard de l'autre, ou de la vie que les autres allaient avoir, et je me suis dit, je m'en fous en fait. Au bout d'un moment, je me suis dit, je m'en fous. Et quand Maïté a eu ça, je me suis dit, moi, j'ai des solutions de m'en sortir. En réalité, moi aussi, je suis addictif, et moi aussi, je suis malade. Et donc, je vais prendre cette aide, parce que c'est une aide. C'est en aucun cas une manière de traiter le fond du problème, mais c'est une aide. Et donc, du coup, j'ai dit, j'ai besoin de cette aide-là. Et donc, du coup, j'ai pris la décision qu'une amie, en fait, qui est une amie également de Maïté, m'opère en Guadeloupe. Et je me suis fait opérer en Guadeloupe. Je suis resté un mois, en Guadeloupe. Il y a pire, je crois. Et c'était au moment où j'ai lancé la Neurobusiness School. Et donc c'est vrai que je me suis... Voilà, et c'est rigolo parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent « Oh Yannick, bravo, putain, t'as maigri, bravo, la force de caractère et tout ça et tout. » Et souvent je leur dis « Mais oui, mais c'est pas ce que tu crois. » En fait, je me suis fait opérer pour ça. Et les gens, ils buguent souvent. Tu sais, t'as des gens dans le monde du développement personnel qui sont très axés performance à mort, tu sais. Et en fait, je dis, mais tu sais, des fois, à force de vouloir être trop performant, t'en oublies d'être heureux, tu sais. Donc en fait, c'est bien d'y aller pour de la performance, mais c'est aussi bien d'y aller pour être plus heureux aussi. Tiens, et si on y allait pour être plus heureux, tu vois. Donc en fait, t'as une espèce d'équilibre à trouver. C'est Rabelais qui disait, la science sans conscience est la ruine de l'âme. Et je crois que la technologie du soit plus fort, soit meilleur, ne doit pas en fait empiéter sur ton bonheur et sur ta conscience en fait. Parce que des fois tu peux t'aliéner à vouloir être plus performant, plus machin, chiffre d'affaires, et puis moi je suis tombé un peu là-dedans, donc j'irai jeter la pierre à personne, mais juste aujourd'hui se dire tiens, si on équilibre les choses. Et donc ces gens-là viennent te voir en te disant ah t'as maigri, magnifique, bravo, quelle force de caractère, c'est tout. Je dis oui, il y a de la force de caractère d'avoir accepté de prendre une opération qui était dangereuse. Parce que toute opération est dangereuse. Et d'accepter et de payer le prix qu'il y a après. Mais après, effectivement, c'est pas un travail de longue haleine, c'est un travail après qui est différent, mais j'avais choisi d'avoir cette aide-là. Et du coup, les gens, ça les fait un peu bugger. En tout cas, ce type de personnes-là, c'est assez drôle. C'est pour ça que je m'en cache pas, en fait. Voilà, je m'en cache pas. Et ça veut dire que demander de l'aide aussi, c'est important, ça va être important. Ouais, c'était dur pour moi. Toujours faire tout seul. Non. Et en tant que coach, enfin toi comme moi, souvent on dit ah je suis coach, je vais pas me faire coacher, je suis coach moi-même. Ouais, au contraire. Et finalement, c'est ça, au contraire. Moi je me fais coacher encore et toujours. Je suis tout le temps en thérapie avec des coachs en énergétique, beaucoup, en ce moment c'est mon truc. Mais d'autres coachs, d'autres types de coaching en fait, parce que j'en ai besoin en fait. Et puis je comprends qu'on a besoin aussi d'être supervisé en tant que coach aussi. Oui, aussi. C'est important aussi de tenir compte, en fait on est la seule personne qu'on ne peut pas observer de la pièce, donc en fait s'observer soi-même c'est très dur en fait. Donc le feedback de l'autre est important, et pour savoir si on projette pas, si on fait pas de transfert, ce genre de choses, je trouve que c'est important en fait d'avoir de l'humilité par rapport à ça. On n'est qu'un canal quoi. Oui, et puis lâcher ce côté tout puissant, parce que parfois nos patients ou nos clients nous voient comme les sauveurs et les tout-puissants, et nous n'avons pas finalement cette puissance, et tout comme vous finalement, on va nous aussi travailler sur nos parts d'ombre, alléger nos... sois fort, parce que c'est vrai, tu disais, sois fort, et pour être fort tu as mangé, et pour être fort, enfin... Ça permet de ne pas ressentir, mais pas ressentir, du coup on ne se connecte pas, et on s'aperçoit que c'est la connexion à soi qui nous fait renaître et qui nous fait être aussi, surtout. Oui, mais bien sûr. Et c'est ça que d'ailleurs que fait Caro Gauthier, que tu connais bien, qui fait ce travail en fait de justement se reconnecter à soi. Et je trouve qu'on est de plus en plus, je trouve important en fait
de reconnecter les gens à leur propre couleur. Et en fait, c'est le travail que tu fais, toi, je sais que fait Caro, que fait plein d'autres personnes, que je trouve vraiment intéressant de se dire, plutôt que d'enfermer les gens dans une technique, dans une qui font que les gens, quand tu l'utilises et que ça fonctionne pas pour eux, en fait, ont tendance à plus à se sentir nuls qu'autre chose. Oui. Plutôt, mettons-les, les gens, dans le choix de briller par leur propre couleur. Et c'est plus difficile à faire que de mettre quelqu'un dans une technique et lui dire utilise cette technique, ça va marcher, Oui. mais ça va les dénaturer, ça dénature les gens, que finalement de dire aux gens ben, t'as ta propre lumière, ça va prendre un peu plus de temps, mais apprends à la découvrir ta lumière. Et apprends à découvrir ce qui est bon en toi. Et je sais que c'est beaucoup plus... Alors, c'est plus facile à vendre une technique. Ce qui est plus facile à vendre, c'est une technique. Parce que oui, j'ai une technique révolutionnaire qui va vous permettre de faire ça, ça, ça et ça. Oui. Ok, tu as ta technique révolutionnaire qui a fonctionné pour toi, qui te permet de faire ça, ça, ça et ça. Quand elle a fonctionné réellement pour toi. C'est toujours pareil, s'il y a toujours de tout. Mais à la vente, malheureusement, vous achetez plus ça. Mais en réalité, ce dont vous avez besoin, c'est qu'on se connecte à vous réellement. Et donc du coup, c'est le travail individuel sur vous et le questionnement sur vous qui est le plus puissant en réalité. Je vends des programmes en ligne. Que ce soit la Neurobusiness School, que ce soit la Brainologie, enfin plein d'autres programmes qui sont donnés par des gens qui sont exceptionnels. Mais ces programmes-là, je fais toujours attention à ce qu'ils ne soient pas enclavants. Parce que, en fait, pour moi, en fait, je ne veux pas uniformiser un marché. Je ne veux pas que les gens deviennent des clones. Non, vous avez tous votre manière de briller. Vous êtes tous une fleur, un coquelicot, une fleur. Vous avez votre propre ADN de fleur en vous et vous avez votre propre couleur en fait. Et donc c'est important pour moi en fait d'aller chercher ça chez vous et de l'attraper et de le magnifier plutôt que d'essayer de vous dire tiens voilà, prends ce canevas là, c'est intéressant le canevas. Il ne faut pas tout rejeter. Moi je conçois que ce que je dis là peut être clivant, mais c'est intéressant d'avoir un canevas mais de jamais en fait se laisser définir par lui. C'est se dire bon voilà, j'essaye ça, je vais l'essayer jusqu'au bout. Qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui ne me convient pas, et j'adapte ensuite. Au début, c'est important d'utiliser la technique, mais après, faut apprendre à en sortir. Quoi. Surtout, la technique est rassurante. On peut se poser sur des choses, on a l'impression d'avoir des bases solides, c'est rassurant pour les deux, pour l'accompagnant et l'accompagné au final. Mais c'est vrai que je crois qu'on a un point commun tous les deux, c'est qu'on travaille avec notre cœur. Oui. Et c'est ça qui fait notre différence. Et c'est ça qui fait aussi que ça va résonner chez les autres. Et tu as raison, quand tu me parles de couleur, moi je vois un arc-en-ciel. Et j'essaye de mettre de la couleur, je ne l'avais pas mis en mots comme ça, en tout cas de mettre de la lumière et de faire briller mon image, c'est plutôt le diamant, avec toutes ses facettes oui, parce qu'on a des lumière. facettes, je dis une couleur, on en a 10 000 des couleurs. Et l'arc-en-ciel me va bien aussi. Oui, tu as raison, le diamant c'est une très belle analogie aussi, c'est quelle facette de l'autre tu vas polir et sur laquelle tu vas travailler. Moi, je peux être quelqu'un d'extrêmement gentil, mais je peux être quelqu'un d'extrêmement affirmé, qui peut parfois, même par moments, montrer les dents et être rigide sur certains aspects. Donc j'ai autant le côté pile que le côté face dans mes facettes à moi, sauf que j'essaie de travailler celle qui est la plus écologique pour moi et pour les gens qui me côtoient. Tout simplement, et c'est un travail d'équilibriste en fait de chaque jour, donc je suis pas parfait, tu n'es pas parfaite, les gens qui regardent ne sont pas parfaits. Néanmoins, on essaie d'aller vers une version qui est la plus honorable pour nous, la plus juste pour nous et pour les autres en fait, et pour ce qu'on a à contribuer au monde. Je trouve en tout cas que ce chemin-là, il est intéressant à parcourir. Et encore une fois, voilà, chacun a son chemin. Voilà. Et je trouve que c'est juste ce que tu dis quand tu parles de thérapie et d'essayer de laisser la place à l'autre. Je trouve ça tellement vrai et tellement juste en fait. Et oui, laisser la place à l'autre et juste l'accompagner, ne pas le devancer, aller à son rythme aussi, c'est hyper important. Ou alors, si tu projettes, dis que tu projettes. Et tu te dis, bah voilà, dis qu'il y a des choses qui t'appartiennent. Moi, je sais que je ne me sens pas capable aujourd'hui d'accompagner quelqu'un sans projeter des choses de moi. Donc, je le dis d'entrée. Quand je suis avec quelqu'un, je dis, écoute, c'est moi. Donc, comme c'est moi, en fait, j'ai mon propre ressenti sur les choses et j'accompagne mieux les gens comme ça parce que moi je leur mets une sorte de disclaimer de dire écoute voilà je vais dire quelque chose, ça m'appartient peut-être ce que je te dis mais ça peut peut-être t'aider et donc du coup si ça peut t'aider vas-y prends-le et teste-le mais ne te laisse jamais enfermer par le truc quoi. Voilà. Oui et quand tu fais ça ça veut dire que tu es vraiment connecté à l'autre et là on n'est pas que dans notre tête et ça veut dire que c'est le cœur c'est ça, c'est le cœur et le cœur pour moi c'est l'amour, on ne peut pas je pense aider les personnes sans les aimer. Et c'est de l'amour inconditionnel. Je suis tellement d'accord avec ça. C'est pas je t'aime parce que tu as un beau sourire, un beau regard. Non, pas du tout, on est dans l'amour inconditionnel. Il y a tellement il y a tellement de gens qui ont cette pudeur en fait de dire oui, mais tu m'aimes, ouais, mais c'est ça, tu m'aimes pas vraiment, mais si.
je t'aime de manière, tu travailles avec moi, ou tu es quelqu'un, on s'est choisi en tant que, moi j'ai mes ninjas de la NBS, je les aime tous. Ils sont très étonnés. Une fois j'ai reçu un message cette année, il me dit pourquoi vous dites que vous nous aimez alors que vous ne nous connaissez pas. Ben si, on te connaît. On te connaît dans une certaine... on te connaît pas par cœur, mais on te connaît dans une certaine mesure où tu as choisi de rejoindre un programme dans lequel tu as adhéré aux valeurs, tu as adhéré aux hommes qui étaient là. Donc on a des points communs, donc je t'aime pour ces points communs, je t'honore pour ces points communs. Donc du coup, c'est tout ça en fait que les gens ont du mal à dire oh, wow, qu'est-ce que c'est quoi. On nous dit je t'aime parce qu'on a aussi sacralisé le mot je t'aime, et donc du coup ne doit pour certains n'être utilisé que dans certaines conditions. C'est ça, que dans le couple. Que dans le couple, que dans machin, et tout. Mais moi non, je veux l'utiliser, voilà, sans le galvauder et sans l'utiliser si je ne le pense pas. Moi je ne dirai jamais à quelqu'un je t'aime si je ne le pense pas. Si je ne le pense pas, je ne vais pas dire, je vais dire je t'apprécie, je t'aime bien, j'apprécie telle chose chez toi ou telle chose chez toi, mais je ne vais pas dire je t'aime de manière globale. Alors est-ce que c'est cette expression de ton amour pour les autres qui fait qu'on va pouvoir te considérer comme trop gentil finalement? Moi, trop gentil, je sais pas si... De toute manière, oui, les gens me disent trop gentil, oui. Ouais. D'ailleurs, tu as sorti un hashtag, ou plusieurs même. Oui, j'ai acheté Gentillesse Power, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai monté un hashtag en fait, qui s'appelle Gentillesse Power, donc hashtag Gentillesse Power, et qui a pour vocation, en fait, si vous avez demain une expérience de gentillesse, comme j'ai eu par exemple cette expérience de gentillesse, d'ailleurs je devrais en faire une vidéo, et j'y ai pensé grâce à toi, merci. Je vais faire un hashtag Gentillesse Power pour dire, les amis, j'ai vécu cet acte-là, j'ai voulu rendre cette gentillesse-là, et je pense que ça, voilà, que ça apporte au monde, et partager cette expérience-là, et hashtag Gentillesse Power, comme ça, moi quand je tape hashtag Gentillesse Power, ben, je vais tomber sur une vidéo, un texte ou autre, et je vais me dire, putain, plus il va y avoir de hashtag Gentillesse Power, plus je me dis, ce monde est bon, en fait. Ce monde est doux et ce monde est adorable en fait. Et finalement, si chacun d'entre nous fait un acte comme ça de gentillesse, ben ça va être... c'est viral en fait. Mais oui, parce que pour moi en fait c'est viral dans le sens où il y a une étude qui avait été faite, et je l'ai raconté dans ma conférence de la meilleure année de votre vie, sur le 100e singe, qui est en gros une étude en substance qui dit que quand un certain nombre d'individus adoptent un comportement, au bout d'un moment, le comportement en fait influence la masse et influence même et dans l'air. C'est-à-dire qu'en gros, sans que les individus se soient côtoyés, le comportement se transporte dans l'air par énergie, par ce que vous voulez. En tout cas, c'est une étude qui a été démontrée, qui a été aussi décriée par certaines personnes, mais qui était assez drôle, la manière dont c'était décrié, en disant oui, mais c'est pas au bout de 100. En fait, c'est pas vrai. C'est pas au bout de 100. En fait, ça, on n'en est pas sûr. Et il y en a qui disent oui, mais peut-être que, parce que c'était une étude qui a été faite sur des îles de singes, de population de singes, et en fait, ils disent oui, il y a des singes qu'on peut aller à la nage sur d'autres îles pour enseigner ce comportement-là. Bon, en tout cas, on n'en est pas à ça n'existe pas, on en est juste à le singe est allé plus loin, et c'est pas au bout de 100 singes, peu importe. En tout cas, quand on est suffisamment nombreux, ce que je sais, c'est que on peut changer le monde en fait, et que peut-être qu'une population de 100 suffit, 100 c'est pas grand chose. Donc je me dis que si vous êtes 1000, 2000, 3000 à regarder cette vidéo, ce que je te souhaite, ben, potentiellement si les 1000, 2000, 3000 en fait, vous me faites un hashtag power, bah, du coup vous aidez, vous contribuez à changer le monde, et ça je trouve ça cool. Oui, et on vous attend là-dessus parce que c'est important pour moi. Là aussi tu en as parlé il y a quelques semaines, on s'était vu, et de retour à mon cabinet j'en parlais à tout le monde, et voir j'ai fait beaucoup d'actes de gentillesse à tel point que des patients s'en souviennent parce que je ne faisais pas payer la séance, et au bout d'un moment je me suis dit il faut quand même que tu arrêtes parce que tu vas plus pouvoir vivre. Oui, sois gentil avec toi aussi. Mais c'est ça, ne t'oublie pas. C'est trouver l'équilibre. Mais c'est facile en fait d'être gentil. Non, je pense que ouais, c'est vraiment hyper simple en fait. Ce matin dans les toilettes de l'aéroport, il y avait une fille avec des cheveux rose fuchsia. J'adore le rose fuchsia, pardon, c'est ma couleur préférée. Je la regarde et puis je lui souris, elle me sourit, je fais ah là là, j'adore vos cheveux, la couleur est vraiment trop belle. Et finalement elle est repartie avec un sourire. Peut-être qu'elle se disait que voilà, cette vieille, tu sais, moi j'étais un peu, enfin voilà, je suis plutôt classique comme fille. Bah, je trouve pas tant que ça, moi, mais ok. Bon, bah, en tout cas, lumineuse, chou. Merci, par rapport à elle et à ses cheveux roses plutôt classiques. Ah oui. Et je suis certaine qu'elle se disait, mais elle me regarde. Elle doit me juger. Voilà, elle doit me juger négativement. Et c'était important pour moi de lui dire ça. Et ça m'a rien coûté. Tu sais, ce que je pense, c'est qu'en fait, un compliment non exprimé est un cadeau perdu. Ah oui. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu lui as fait un cadeau, en fait. C'est-à-dire, tu pensais quelque chose d'elle, tu l'as trouvée lumineuse, tu l'as trouvée cool, tu as adoré sa couleur de cheveux, tu trouvais ça original, tu le lui as exprimé. Et en réalité, je me suis fait un cadeau à moi aussi en même temps. Mais bien sûr. Parce que le fait de donner ce compliment, bah, ça a illuminé ma journée. J'étais fière de moi, j'étais contente de moi, et du coup, voilà, j'étais heureuse. Ouais, et je suis tellement d'accord avec ça. Je trouve que
on gagne tellement pour moi à exprimer ce qu'on pense de bien d'une personne, à exprimer l'amour que l'on a pour une personne. Ou voilà, moi je sais que quand je pense à quelqu'un qui est dans mon entourage, mon réflexe c'est de prendre mon téléphone, d'y envoyer un texto, penser pour toi, plein de love. Terminé. Tu vas sur Facebook, sur n'importe quoi, tu penses à quelqu'un, mets-lui. C'est vrai qu'on ne pense pas à le faire. Mais oui, c'est malheureux. Mais même moi le premier. Moi le premier, des fois, je n'oublie pas, je suis pris dans ma vie, je suis pris dans mon tourbillon. Et du coup, mon tourbillon de vie fait que par moments, j'en oublie l'essentiel en fait. Et je trouve ça tellement dommage. Tu sais, prendre son téléphone en fait et faire défiler ses contacts. Comme ça, il fait au hasard, tiens toi, je vais t'envoyer du love. Voilà, tiens salut, voilà c'est tout. Et je trouve ça bien chouette ce type de cadeau là. Ouais. C'est facile, ça coûte rien. C'est vrai. Et pour celui qui le reçoit, c'est tellement waouh. Enfin... Ben oui, la personne elle le reçoit, s'il faut elle était pas bien, s'il faut elle se sentait pas bien, putain je reçois de la gentillesse. Ah, ok. Il y a une personne aux États-Unis qui a monté un mouvement qui s'appelle The Kindness Chain. La vidéo que j'ai postée en fait à la fin de ma conférence de la meilleure année de votre vie, où tu vois en fait un petit garçon qui tombe, puis tu vois un monsieur qui est dans les travaux en fait qui le ramasse. J'adore cette vidéo. Puis le garçon en fait voilà, puis le garçon en fait ça s'appelle The Kindness Chain. La personne qui a posté ça sur YouTube s'appelle, la chaîne YouTube s'appelle Life Vest. Ok. Life Vest et je crois Project et quelque chose comme ça. Et du coup tu trouves la vidéo là. Elle a tourné pas mal sur Facebook, donc peut-être que les gens l'ont vue. Oui. Elle est merveilleuse cette vidéo. Mais je la trouve fabuleuse, moi je la trouve. Et elle illustre tellement ça, c'est-à-dire qu'en gros, tu as un garçon qui tombe, tu as un monsieur qui fait un acte de gentillesse en le relevant et en regardant si tout va bien. Puis ce garçon va aider une vieille dame. Cette vieille dame va aider une autre dame en fait à lui donner une pièce parce qu'elle n'arrive pas à récupérer son journal. Puis cette dame voilà, puis c'est une sorte de réaction en chaîne qui fait qu'au bout d'un moment, ça revient à la personne du début. Je trouve ça fabuleux en fait moi comme message. C'est de dire en fait ne t'attends pas non plus à ce que la personne à qui tu rends service, à qui tu as dit cette gentillesse, te rende cette gentillesse à toi. Mais elle reviendra. Moi j'aime bien me voir comme un semeur de gentillesse, tu sais, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, qui te tient à cœur. Cette image j'aime beaucoup. Je suis pas très girly pourtant normalement dans ma manière d'être, mais là je n'ai pas trouvé d'autre meilleure analogie que celle des fleurs. De dire en fait moi je sème des fleurs, je sème de la gentillesse, je sème de l'amour, je sème du love, je sème du kiff, je sème de la joie, je sème de la générosité, et je ne m'attends pas en fait à ce que les fleurs sèment dans mon jardin à moi. Je sème à l'extérieur de moi, je donne parce que je suis rempli d'amour moi, et comme je suis rempli, je déborde, et du coup je donne. Et du coup le fait de donner et de ne pas avoir d'attente sur le fait que les fleurs poussent, juste en leur donnant de l'amour, en les arrosant, en semant et en arrosant en fait, il y en a certaines qui poussent, et puis en poussant elles vont semer d'autres fleurs, et en fait on crée un mouvement comme ça, et par moments moi je me retourne, et je me rends compte que dans mon propre jardin, on m'a semé plein de fleurs. On m'a donné plein d'amour. On me donne plein de choses comme ce que toi tu me donnes quand tu réagis sur les réseaux sociaux, quand tu m'envoies des petits ou quand tu me fais l'honneur de venir à Toulouse pour ça. Je me dis, waouh, quelle chance j'ai d'avoir une personne aussi brillante que toi, qui est aussi reconnue comme coach ou autre, qui vient t'intéresser à moi. Je me dis, putain, merde. Un semeur de bonheur. Et une sculptrice de bonheur ne pouvait que se rencontrer. Mais c'est ça, exactement. Mais il y en a plein des gens comme nous, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, ce que tu me dis, ça me fait penser, tu sais que c'est un pilier de la psychologie positive, le fait de donner de l'amour, le fait d'être généreux. Plus on est généreux avec les autres, et plus en fait ça ancre un bonheur en nous. C'est un des principes, c'est un des 3 piliers de la psychologie positive. Donc, soyez généreux, soyez aidants, aimez les autres, et puis vous vous donnerez du bonheur. Mais complètement. Vraiment, en tout cas, je suis à fond là-dedans. Moi, je dis, voilà, Séverine présidente. Yes. Ouais. Non, peut-être pas. Avec toi alors. Ouais. Co-présidente. Allez, d'accord. On sera co-président. En tout cas, est-ce que tu peux nous parler du coup de la sortie de ton livre? C'est pas encore... Oui, on est en train d'écrire là. On est en train d'écrire. On a déjà bien avancé. On veut quelque chose de chouette. En tout cas, moi, j'ai envie de sortir un livre qui est beau, donc c'est pour ça que j'ai repoussé la sortie. Je voulais pas écrire un livre à la va-vite, et c'était ce qui allait se passer si j'écrivais vite. Et je pense que le mouvement de la gentillesse mérite toute mon attention, et donc du coup je prends tout cet été pour l'écrire avec mon équipe, pour en faire des illustrations, pour faire des résumés après chaque chapitre, pour essayer de faire que le livre soit facile à lire, qui n'est pas le problème de chaque livre. Le problème d'un livre, c'est qu'il doit être lu, en fait. Oui, c'est ça le problème. Souvent, on ouvre la première page et... Tu te dis, voilà. Et donc, moi, j'avais envie que les gens qui n'aiment pas lire, en fait, ce qui est quand même un petit peu aussi mon cas, malgré tout, j'aime la lecture, mais je trouve pas le temps de lire. Et puis, je crois aussi qu'aujourd'hui, on a plein d'autres formats pour apprendre. C'est les vidéos, c'est écouter des audios, c'est tout ça. Et donc, du coup, tout ça fait que j'avais envie, en fait, de créer un livre qui soit facile d'abord, et à la fois qui soit aussi profond. En tout cas, voilà. Donc, je fais tout ce que je peux pour écrire un livre qui soit profond, facile d'abord et facile et accessible.
Et donc du coup, c'est pour ça que je prends le temps de le dire. Donc ça s'appelle Les gentils méritent aussi de réussir. Parce que dans ma casquette de gentil, j'ai aussi la notion de business. Et très souvent, on oppose le business à la gentillesse. Oui, c'est vrai. Et donc moi, je veux juste dire aux gens que non, c'est pas c'est pas en fait la gentillesse qui est opposée au business. C'est parce que le business d'aujourd'hui se trompe. Pour moi. C'est le business d'aujourd'hui qui se trompe et qui devrait mettre beaucoup plus de gentillesse, d'amour dans le business d'aujourd'hui, mais à la fois il y a un pragmatisme à avoir dans le business et dans tout ça. Et donc je veux juste redétourer les choses en disant, moi je suis un gentil, profondément. L'enrichissement personnel, c'est quelque chose qui m'intéresse dans une certaine mesure, mais qui ne m'obsède pas. Donc du coup, je ne réussis pas pour combler quelque chose, une envie matérielle de vouloir des choses. J'ai du matériel, j'ai des belles choses, et j'aime les belles choses, mais ce n'est pas quelque chose que je comble, en fait. Et donc du coup, je veux juste dire aux gens, la richesse que l'on a, prenez celle qui vous sied, celle qui vous va bien, et votre besoin matériel qui vous est propre, et qui vous est juste pour vous. Et après, le reste, servez-vous-en pour contribuer au monde. Et pour ça, changeons la physionomie des leaders d'aujourd'hui, pour faire des leaders de demain beaucoup plus conscients, beaucoup plus bienveillants, qui œuvrent pour le monde. J'en ai marre, en fait, moi, des leaders qui collectionnent. Des collectionneurs d'argent, en fait. Ça sert à quoi, en fait? Si tu fais pas circuler le truc, et si tu redistribues pas, en fait. Sur ça, un peu dommage. Je veux juste dire aux gens que faut qu'ils fassent ce qui est juste pour eux, ce qui est juste pour la contribution au monde, et ce qui est juste par rapport à la fois pour eux en termes de ressources, et à la fois pour eux en termes de plaisir, de ce qu'ils font. Et voilà, parce que pas confondre la gentillesse et le sacrifice aussi. Voilà, je crois que c'est deux notions qui sont différentes. Il y a la gentillesse, il y a le sacrifice, et pour moi c'est différent. Et tout ça, ce sont des clés au bonheur de toute façon. Oui, je le crois profondément en fait. Aujourd'hui, tu peux dire que tu es un homme heureux? Je crois, oui. Je crois parce que j'ai une qualité d'émotion, j'ai un entourage qui est exceptionnel, j'ai un business qui me nourrit, j'ai tout ça. Je suis un homme heureux, mais je suis un homme qui est probablement un peu de mal à composer avec son temps. Le temps, c'est un défi pour moi. Le temps reste un défi parce que j'ai toujours par moments et par vous, et par moments ma propre énergie n'est pas respectée dans tout ça. Donc par moments je crois que tous mes projets qui me dévorent, qui me font plaisir, tout ça et tout, je devrais peut-être laisser plus de place à moi. En fait, il y a une personne que j'oublie souvent, c'est moi. Et c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que je travaille un peu plus. Mais à la fois, je me fais plaisir aussi en faisant tous les projets que je fais, en voyant tous les gens qui me suivent et qui sont derrière moi et qui me soutiennent là-dedans, comme toi, comme plein d'autres personnes. Ben, je me dis, j'ai pas le droit, il faut que ces gens-là, on a la mission. Et je crois que la mission, par moment, prend le pas sur moi, en fait, sur mon propre bien-être. Et c'est pas écologique par moment pour moi. Donc, du coup, c'est un équilibre pas évident à trouver, mais c'est un équilibre primordial à trouver. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça, mais je fais souvent quand même passer la mission avant moi. Voilà. Mais je me fais plaisir quand même. J'ai mon entourage, mes amis, mon amour, donc voilà, je suis quand même quelqu'un d'heureux et de joyeux et de voilà. Juste, je fais pas trop attention à mon énergie. Mais je suis quelqu'un de très joyeux, j'ai des amis qui sont remplis, j'ai une personne qui accompagne ma vie qui est fantastique, franchement, je suis gratifié. Regarde, tu viens de Paris pour venir me voir. Pour dire de belles choses sur moi, pour qu'on en parle. Donc mon ego est complètement satisfait. Voilà, en tout cas, moi, je pense que je suis heureux. Super. J'espère qu'en tout cas, ce bonheur va pouvoir dépasser l'écran et aller au-delà de cet écran. J'espère, je le souhaite. Et impacter toutes ces personnes. Moi, c'était vraiment un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. C'était un honneur, j'espère qu'on refera ça. Le prochain coup, c'est moi qui viendrai à Paris ou ailleurs. En tout cas, je le souhaite. Je le souhaite vivement. N'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser, des remarques, à nous faire les remarques, et puis je répondrai, je te ferai passer éventuellement quelques questions. Et puis likez, partagez la vidéo un maximum. Je vous remercie et puis je vous souhaite de vous aimer surtout pour briller de bonheur et semer ce bonheur. Parce que c'est ça l'idée. Des graines de gentillesse et d'amour. Et puis soyez gentils et on attend vraiment impatiemment la sortie de ton livre. Écoute, j'y travaille. Impatiemment et je prendrai le temps de le lire. Ça me fait plaisir, ça me fait très plaisir. Merci à toi. Merci à toi, ma belle. Merci beaucoup.